Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous propose de commencer cette dernière conférence de la journée. Donc on aura peut-être même un peu plus de temps pour les échanges, puisque on pourra rester, même s'il le faut, pour répondre à vos nombreuses questions. Alors, le thème est la relation client dématérialisée et le parcours client. Et donc, nous avons... j'ai autour de moi des intervenants qui sont à la fois parmi les éditeurs, donc je les laisserai se présenter. Et puis, nous avons un invité témoin qui est, lui, plutôt intégrateur. Et donc, ça permettra d'avoir un débat qui sera beaucoup plus enrichi, effectivement. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis Eric Bretéché, Product Manager chez ITsoft. Donc, juste pour présenter ITsoft en 2 mots, donc, ITsoft est un éditeur de logiciels de dématérialisation et de gestion de processus. Donc, c'est une société qui existe maintenant depuis une trentaine d'années. Ça fait 30 ans qu'on aide nos clients finalement à passer au zéro papier par la dématérialisation. Donc, on va finir par y arriver. Donc, on a commencé par effectivement les outils de dématérialisation, lecture automatique de documents, reconnaissance automatique de documents. Puis, on est allé donc en aval vers le process, avec des solutions aussi verticalisées autour du traitement de la facture fournisseur. Donc aujourd'hui, on a une offre qui permet en fait de couvrir, disons qu'on fait 50%, la moitié de notre activité sur les processus dématérialisés en liaison avec les fournisseurs, et l'autre moitié de notre activité autour de la dématérialisation des processus liés à la relation client. Donc je le disais, 30 ans. En termes d'actualité, donc l'année dernière, nous avons racheté une société qui s'appelle W4, qui est un acteur spécialiste également dans l'automatisation des processus. Donc pour enrichir notre plateforme, ce qui a été fait. Et également, nous proposons des outils de supervision, de pilotage de processus. On aura l'occasion de détailler ça tout à l'heure lors de notre débat. Merci. Bonjour, je suis Philippe Carest, je suis consultant pour une société qui s'appelle Everteam. C'est également un éditeur, donc je suis du côté des éditeurs, l'intégrateur est de l'autre côté. Everteam, c'est un éditeur qui fait de la GED, du workflow et de l'archivage. Donc vous remarquerez qu'on se ressemble beaucoup avec ITsoft. Le challenge pendant ces quelques minutes d'échange et de débat, ça va être de tenter de se différencier. On va voir comment on y arrive. J'en dis pas plus pour être court. Ce que je vous propose, c'est venir nous voir. On est au stand C28, donc c'est pas très très loin. Moi, j'aurai plaisir à vous accueillir et à prolonger ce débat si c'est nécessaire et à mieux échanger avec vous si on n'a pas le temps de le faire tout de suite. Bonjour, donc moi c'est Étienne Delecroix, je fais partie de la société Capgemini, donc je suis l'autre penchant, le côté intégrateur, principalement dans tout ce qu'on va appeler l'ECM ou l'EIM. Donc je suis amené à intégrer ces solutions et à pouvoir conseiller les clients vers la bonne solution par rapport aux besoins dans le cadre d'un parcours client, dans le cadre d'une dématérialisation ou d'une simple gestion documentaire. Très bien. Et pour ma part, j'ai le rôle d'animateur de ces messieurs, d'animatrice, je dois dire. Donc, et donc, pour essayer de faire de cette session quelque chose qui répond vraiment à vos attentes. Donc, si nos intervenants sont d'accord, je leur demande avant, s'il y a des questions, est-ce qu'on peut interrompre ou on les garde pour la fin? Non? Bon. Donc voilà, vous pouvez lever la main si jamais quelque chose, une question vous démange. Avant de laisser la parole, donc je me présente, je suis Sylvie Chauvin, donc présidente de Marquez, qui est un cabinet indépendant. Notre travail en tant qu'analyste est d'essayer de comprendre comment les entreprises, les administrations se modernisent avec les technologies du digital, du numérique. On le fait depuis 18 ans. Plus particulièrement, on a donc des compétences dans tout ce qui est analysation, bien sûr, de la gestion des processus documentaires et qui plus est aussi des stratégies clients digitales. Donc, j'ai extrait de tous ces corpus d'études 3-4 slides qui, me semblait, étaient bons à titre d'introduction.
Tout d'abord, donc, montrer l'évolution depuis 40 ans des communications clients avec des temps forts. Bon, bien sûr, en 80, on était dans les téléphones, les fax, les codes à barres. Ensuite, on est passé dans l'email, le Minitel et le DI. Et puis, les années 2000 ont été une vraie révolution avec le smartphone, le laptop, le PC, les catalogues électroniques, les places de marché, puisqu'on a commencé à vraiment parler d'écosystème numérique et de réseau, de mise en réseau. 2010, une autre transition qui est celle de la désintermédiation, de la mobilité, du social, de la dématérialisation. On est en plein dedans, hein, dans l'ubérisation et dans tous les nouveaux modes de business. Et puis, bon, 2020, bien, ça sera de la co-innovation, du temps réel. Je pense qu'on a déjà beaucoup à faire, mais il faut l'envisager quand même dans vos projets, bien sûr, parce que ça va très vite. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé dans les communications ? Vous avez ici un schéma qui présente de 2012 à 2016 une évolution des différents canaux. Donc ce schéma a été construit à partir d'études que l'on fait chez Marques, et plus particulièrement, on voit 400 décideurs interrogés qui nous ont montré en fait de quelle façon leurs clients interagissaient avec eux. Et donc, bien, les pentes sont évidentes, hein. On voit le web qui monte, on voit les réseaux sociaux qui montent, les mobilités qui montent, les échanges vocaux qui sont plutôt en phase descendante, et le courrier postal, n'en parlons pas, on passe de 12% à 7%. Donc, l'espace de 2 ans, on s'attend à ce que les canaux digitaux, qui comptaient pour 40% des interactions clients, représentent donc 48% en 2016, soit plus 8%. Donc, face à ça, il y a l'omnicanal à gérer, parce que ça ne veut pas dire pour autant que le papier disparaît, mais qu'il perdure et qu'il faut gérer la communication client, le parcours client, en tenant compte de tous ces éléments. On reparlera tout à l'heure dans les questions de l'optimisation des processus de gestion des documents clients. Je voulais simplement partager avec vous ce que répondaient, nous, les décideurs interrogés, quand on leur demandait « Considérez-vous que la gestion de vos processus documentaires est optimisée ?» Alors ça, c'était en 2012-2013. J'ai volontairement pris quelque chose qui était ancien. Et ce qui est flagrant, c'est de dire, bien quand même, 3/4 d'entre eux disent non, c'est pas du tout optimisé. Donc, ça sera intéressant de savoir les réponses que vous apportez maintenant, messieurs les éditeurs, monsieur l'intégrateur. Et puis, le dernier point, c'est pas tout d'avoir des solutions, mais une entreprise, c'est un système d'information, et donc il y a des enjeux autour de l'intégration entre toutes ces applications. Et donc, on voit ici qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on reviendra là-dessus. Monsieur l'intégrateur, monsieur Delcroix, je pense que vous aurez pas mal de choses à nous dire. Voilà donc ces quelques slides au titre d'introduction. Donc maintenant, on va passer la parole à tout de suite, on va reprendre le sujet de l'omnicanal, si vous le voulez bien. Et puis, question aux éditeurs, oui. On a vu donc il y a une nouvelle dimension dans les communications digitales, que ça devient multicanal, multicanaux, multiformat, en plus des échanges papier. Donc, il y a des défis en matière d'optimisation de tous ces processus documentaires que doivent relever bien les auditeurs qui sont présents dans la salle. Comment voyez-vous ces défis? Quels sont-ils? Ne donnez pas les réponses tout de suite, ça sera dans vos solutions, ça sera après, mais quels sont les défis que vous voyez? Merci. Ça a été très très bien présenté là sur cette étude-là. On voit la richesse des canaux. Donc de plus en plus, les entreprises cherchent à mettre en place en fait une relation avec leurs clients via différents canaux. La multiplication des canaux, que ce soit le papier, le mail. Alors même s'il est en légère régression ici, on verra peut-être aussi pour quelles raisons il est en régression. Mais globalement, il y a quand même une multiplication des canaux.
Ça veut dire que les clients mettent en place en fait des systèmes de relations clients, qui est la partie en fait la plus visible vis-à-vis bien entendu de leurs clients. Mais les enjeux, ça va être aussi de pouvoir gérer tous ces canaux. Et notamment l'enjeu derrière, ça va être d'optimiser les processus pour pouvoir gérer efficacement tous ces canaux, avec des engagements de service, des temps de réponse qui sont compatibles aussi avec les différents canaux. Parce qu'il est bien évident que lorsqu'on communique avec un client sous format papier, on peut imaginer que le temps qu'on reçoive ce papier, qu'on le traite, qu'on envoie la réponse, ça prenne un certain temps. Si à partir du moment où on ouvre un canal email ou qu'on ouvre un canal web avec un client, la réponse doit être la plus rapide possible. Il ne suffit pas d'ouvrir un canal de communication, il faut aussi être en capacité de répondre efficacement avec des engagements de délai. Donc on verra, on abordera ces points tout à l'heure lorsqu'on parlera de solutions, que ça nécessite en fait des remises en cause au niveau des processus d'entreprise, et y compris avec des plateformes qui vont permettre de répondre à ces différents enjeux. Donc là on voit la partie, ne serait-ce que pouvoir capturer différents flux et revoir les processus en back-office. Il faut savoir que les grandes entreprises aussi, en général, ont un capital informatique, ce qu'on appelle les legacy systems, le système patrimonial de l'entreprise, et qui sont le cœur du système d'information avec lequel on va vouloir intégrer ces nouveaux modes de communication. Donc là, on perçoit bien qu'au-delà des enjeux de réingénierie des processus ou de rendre les processus plus agiles, il faut aussi être en capacité efficacement de s'intégrer avec les systèmes back-office. Et puis on parlait bien entendu des engagements de service, où on va chercher à être le plus efficace possible, le plus rapide possible. Et donc ça veut dire qu'il faut être en mesure de mesurer ces temps de réponse, et donc de piloter tous ces processus avec des outils qui vont nous permettre de vérifier si on a bien atteint nos objectifs. Et puis ensuite, on va aborder les aspects de pilotage, puisque si on voit qu'on a des dérives par rapport aux engagements de service qu'on avait proposés à nos clients, eh bien, il faut voir en fait les moyens d'intervenir sur la production pour faire en sorte de prioriser certains flux, de mettre au-dessus de la pile des tâches qui sont plus prioritaires ou qui étaient en retard. Donc on voit là qu'en fait, en tirant un peu la pelote on commence par mettre à disposition un environnement omnicanal, on donne une adresse email, un site web ou la possibilité de communiquer via des réseaux sociaux, et on voit qu'en tirant la pelote, finalement derrière, il faut être prêt, il faut être en mesure de répondre à toutes ces sollicitations, quels que soient les canaux, et ce aussi de façon, on va dire, systématique et cohérente, parce qu'on n'imaginerait pas, par exemple, que une demande faite par un site web soit traitée différemment qu'une demande en agence ou par mail, etc. Donc on voit qu'il y a une notion également de cohérence et d'une véritable gestion de ce qu'on appelle une communication omnicanale. Merci. Je vais me permettre de compléter. Je vais être un petit peu plus concret, même si ce qui a été dit est très intéressant et absolument vrai. De manière très concrète, vous vous êtes pas vu, mais j'ai vu pas mal de gens prendre un téléphone portable, prendre des photos des slides, ce qui est très amusant, hein, je vous reproche absolument pas. Mais je veux dire, à une époque, vous auriez demandé à Mme Chauvin une impression de la présentation, ça aurait marché aussi, vous serez parti avec du papier. Là non, c'est trop long en fait. Là, vous ne cherchez pas à comprendre, prenez votre téléphone, ça vous intéresse, vous faites une photo. Le multicanal, c'est ça, c'est une vraie réalité, hein. Tout le monde a un téléphone portable et tout le monde a envie de s'en servir, même pour récupérer une slide. Pourtant, il y a d'autres méthodes pour faire ça. Je suis sûr qu'elles sont en téléchargement sur le site web. Mais non, c'est trop long, on n'y va pas. Mais oui, il y a un site web, évidemment, vous pouvez télécharger les slides. Le multi-support, le multi-format, c'est des mots. Non, c'est une réalité. Prenez votre téléphone, faites une photo. Un exemple concret, prenez un assureur. Vous avez un accident de voiture, vous avez un sinistre. Ça arrive. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On remplissait un constat, on le signait, on mettait dans une enveloppe, on l'envoyait à la poste, c'était traité. Ok, ça c'était avant. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une photo du constat, c'est faisable. Vous faites une photo du constat et vous l'envoyez à votre assureur, ça marche. C'est ça le multicanal, le multi-support, c'est une vraie réalité. Après, les enjeux derrière, il y a quand même des choses à faire pour être capable de mettre en place ce genre de processus et cette agilité pour l'assureur. Le premier enjeu, il est technologique. Ces canaux avant n'existaient pas. Avant, les organisations étaient basées sur le traitement du papier, il y avait un service courrier, il y avait des archives. Bon, maintenant, c'est plus informatique, plus technologique. Donc il manque des outils, il faut s'équiper. Et le deuxième enjeu, il est au niveau de l'organisation. Avant, l'organisation était prévue pour satisfaire les process métiers. Et le process métier, c'est satisfaire un client. Un process métier, on dit souvent que c'est des process de bout en bout. Ça part du client, ça va au client. On a une demande,
on instruit la demande, on instruit le sinistre dans ce cas-là, on satisfait notre client, et puis on retourne à notre client. On envoie un mail en disant « Ok, c'est fait », on envoie une notification. On part du client, et on retourne au client. Maintenant, le problème avec les téléphones portables ou les autres canaux, les canaux modernes, c'est que ça va beaucoup plus vite et que ça vient beaucoup plus tôt. Le processus, il commence tout de suite. Dès que je prends la photo de mon constat, le process métier, il est lancé. Il n'est pas lancé à partir du moment où le constat arrive pour traitement sur le bureau d'un gestionnaire chez l'assureur. Ça c'est fait quelques jours après l'envoi postal. Non, il vient plus tôt. Je prends la photo, hop, le processus débute. Et je veux avoir un acquittement par mail ou sur le portail de l'assureur en me disant « Ok, le sinistre est bien pris en compte, je le veux tout de suite ». Ça revient également vers moi. Et ce retour, avant, n'était pas pris en compte. Donc on s'aperçoit que les processus, en fait, ils sont trop courts. Les processus métiers, ils existent, mais ils vont pas... La technologie, en fait, nous permet d'être beaucoup plus proche du client dès le départ et jusqu'à l'arrivée. Maintenant, il faut y aller. Il faut que les processus métiers s'adaptent, justement, pour lier à cette proximité de notre client. Ce qui est possible technologiquement maintenant, mais ce qui n'est pas forcément prévu par les organisations. Donc ça a l'air comme ça assez simple. Prendre une photo, l'envoyer, oui, il faut le faire. Donc de la technologie et une organisation un petit peu étendue pour gérer ça. Après, je vous expliquerai comment on fait. Monsieur Delcroix, de votre côté, tenez, voilà le micro. Comment voyez-vous, percevez-vous les défis que font face vos clients dès lors qu'ils sont confrontés à ce multicanal? Alors, les deux interventions sont totalement exactes. Moi, j'ajouterais juste un complément, c'est que là, on parle beaucoup de multicanal, c'est vrai. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de canaux, typiquement le coup du smartphone quand vous prenez une photo. Mais quand on reprend l'exemple des mutuelles, un point important aujourd'hui chez un client, c'est qu'en fonction du client ou du customer, vous n'aurez pas le même parcours. Certains vont vouloir être full digital, certains vont vouloir commencer en digital, finir en agence, d'autres vont vous entre-temps appeler leur conseiller. Et il faut que, quel que soit le canal, on ait la même information et au même moment. Et donc, ce n'est pas le multicanal aujourd'hui l'enjeu, c'est l'omnicanal. C'est-à-dire que la même information, quel que soit le canal d'entrée, soit répartie dans tous les canaux. Et ça, au niveau de l'entreprise, ce que nous, on rencontre en tant qu'intégrateur, c'est que techniquement, au niveau de la DSI principalement, chaque canal a été fait par une division qui ne communique pas forcément avec celle d'à côté. Donc vous n'avez pas forcément la même information ou le même mode de restitution de l'information en fonction du canal par lequel vous abordez. Et aujourd'hui, le grand enjeu, c'est de réussir cette communication omnicanal, c'est-à-dire la même information pour tous au même moment, mais sous le même format. Et le dernier point, moi aussi, que je voudrais rajouter, c'est que là, on est parti sur un exemple monoprocessus. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire, c'est quelque chose que les entreprises ont construit petit à petit. Donc j'ai un processus client, je sais le faire de end-to-end, tel que vous le disiez. Mais aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que, on va dire, le monde est complexe. Si je vais prendre le cas de la banque, quand vous faites une entrée en relation dans une banque ou quand vous faites un crédit immobilier, au bout de votre crédit immobilier, vous êtes obligé de faire une ouverture de compte. Chez une banque, c'est deux produits différents. C'est un produit de crédit immobilier et un produit d'ouverture de compte. Vous allez aussi souscrire une assurance et vous allez potentiellement souscrire d'autres produits. Chacun de ces produits, c'est un processus de part entière, qui est un processus end-to-end, comme vous l'expliquiez. Mais aujourd'hui, l'autre enjeu, c'est qu'on est en multiprocessus. Donc il faut qu'on soit en multicanal, en omnicanal, pardon, mais qu'on ait aussi sur chacun de ces canaux l'information de l'ensemble des processus que j'ai entamés, que je sache où il en est, et que je puisse terminer un des processus sans que ça impacte l'autre. Typiquement, je veux pouvoir ouvrir mon compte en banque, mais fermer ma demande de crédit immobilier. Parce que pour finir, je n'arriverai pas à avoir ma maison. Mais cette banque m'intéresse parce que son offre était intéressante pour mon compte. Alors que dans le mode de fonctionnement traditionnel, vous ouvriez votre crédit immobilier, l'ouverture de compte était liée à votre crédit immobilier, et donc vous ne terminiez pas l'ouverture de compte si vous n'aviez pas terminé la partie crédit immobilier. Et donc aujourd'hui, les enjeux qu'on rencontre principalement, c'est cette gestion de l'omniprocessus dans de l'omnicanal technologique. Ça fait beaucoup d'omni, effectivement. Par rapport à ça, on a vu tout à l'heure sur ce schéma, alors c'était en 2013, que les processus de gestion des documents clients chez les décideurs qu'on interviewait étaient loin d'être optimisés. Et je suppose qu'ils ont dû investir depuis 2013, se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas rester comme ça avec des processus qui n'étaient pas, qui étaient bancaux, de façon bancale. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont investi dans des
des solutions ITsoft, des solutions Everteam, intégrées par CAP ou d'autres. Vos solutions, qu'est-ce qu'elles apportent comme réponse à tout ça? Qui se lance? Facile. Ouais, je pense déjà qu'une des premières étapes, c'est là où c'est possible de supprimer le papier, et ce le plus tôt possible. Donc effectivement, on parle d'omnicanal, et effectivement, on peut toujours proposer à des clients qui seraient plutôt réticents à par exemple, signer une adhésion en ligne, qui préfèrent aller en agence et signer sur format papier, certes. Mais l'idée ensuite, c'est le plus tôt possible, c'est se débarrasser du papier pour avoir des processus derrière qui soient les plus rapides possibles. En traitant en fait des documents qui sont numérisés. Donc ça, on va dire que c'est pratiquement le prérequis. Et là-dessus, on a eu pas mal de projets, alors qui pouvaient être effectivement orientés autour d'un processus particulier. Ça peut être l'adhésion, ça peut être les gestions de sinistres. Donc toutes ces parties-là ont été grandement, on va dire, dématérialisées. Ensuite, l'enjeu aussi, c'est, puisqu'on parle d'omnicanal, c'est tout ce qui se passe après dans la vie du contrat, tout ce qui se passe en termes d'échanges et de courrier avec les clients. Là, l'idée aussi, ça a été de numériser dès que possible tout ce qui est échange de courrier, les faire circuler dans des corbeilles numériques pour dématérialiser tous ces processus. Donc ça, c'est une chose, c'est se débarrasser du papier, fluidifier les processus. Et puis après, l'étape d'après, c'est ouvrir les canaux supplémentaires. Donc par exemple le mail. Donc une fois qu'on a mis en place des processus sur la base de documents numérisés, l'idée c'est d'ouvrir de nouveaux canaux. Donc ça peut être des adhésions sur des sites web et ça peut être, on va dire, la mise en place de communication par mail. Et l'idée c'est, comme on le disait à l'instant, c'est d'intégrer ces nouveaux canaux sur une seule et même plateforme pour avoir cette expérience omnicanal dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire éviter pour chaque nouveau canal ouvert d'avoir un processus spécifique. Et donc l'idée là-dessus, c'est effectivement, et on le voit, nos clients capitalisent de plus en plus sur leur plateforme pour gagner en agilité, pour ouvrir des canaux supplémentaires sur la base des mêmes processus. Et puis ils recherchent on va dire, des solutions qui vont leur donner toute l'agilité nécessaire, à la fois pour automatiser des processus qui peuvent être très très structurés, mais aussi des processus non structurés. Et on voit là justement une tendance à aller chercher des outils qui vont favoriser plus la collaboration au sein des organisations pour pouvoir échanger des dossiers, pour faire du case management. Donc là, on voit nos clients vraiment qui investissent et qui généralisent en fait la dématérialisation pour pouvoir relever ces enjeux. Omnicanal, oui, c'est important que le client soit satisfait de la même façon, quelle que soit la façon dont il vous est sollicité, par mail, par téléphone, par fax, c'est évident. Après, de l'autre côté de la barrière, techniquement, c'est pas si simple, forcément. Il va y avoir différents outils, différents ERP. Le SI est toujours assez compliqué, donc avoir une même façon de fonctionner pour toutes les briques, c'est un petit peu compliqué. Alors là, je vais en fait vous proposer une réflexion un peu différente. C'est que chez Everteam, on a travaillé sur les workflows. On est éditeur de solutions de workflow. D'ailleurs, on vous a laissé des plaquettes pour vous dire qu'on fait du workflow, de la GED et l'archivage. Mais si vous regardez bien dans les plaquettes, il n'y a pas de plaquette workflow. Il y a une plaquette case management. Alors case management, workflow, vous allez me dire, c'est un peu la même chose. Non, c'est très différent. Parce que dans le case management, on ne va pas avoir la volonté de détailler précisément tous les processus, dans tous les systèmes, dans tous les cas. C'est plus le but. Parce que comme on est multicanal, même si on cherche à avoir une réponse qui soit omni, si j'ose dire, multicanal, c'est trop compliqué. On n'y arrivera pas. On ne pourra pas modéliser les processus métiers dans le détail. Et si on y arrive, ce sera au prix d'un effort énorme et ça va bouger. Donc au final, on n'y arrivera pas. Le case management, c'est faire plus simple. C'est pas regarder dans le détail ce qu'il y a à faire. Vos systèmes de gestion, ils fonctionnent. Vos gestionnaires, ils savent ce qu'ils ont à faire. Le case management, c'est s'assurer que la demande qui est faite par votre client, la sollicitation, la photo du constat amiable, par exemple, est traitée par la bonne personne, par le bon gestionnaire, est traitée avec tous les éléments nécessaires à ce que cette action soit rapide et supervisée pour être sûr qu'on la fasse dans les temps pour lesquels on s'est engagé, c'est-à-dire vite. Le workflow, le case management, ça s'intéresse qu'à ça. Peu importe après dans les systèmes comment ça fonctionne, à mon cas, ça fonctionne bien. Je vous dis pas qu'il n'y aura pas un petit peu d'intégration ou des choses à mettre en œuvre dans votre récit. Mais le workflow, ou plutôt le case management qui vient au-dessus, il ne va pas s'occuper de ce qui se passe. C'est trop compliqué. Il y a trop de systèmes, je vous assure, c'est beaucoup trop complexe. On n'y arrivera pas. Par contre, il faut lever un petit peu la tête de l'eau et se dire, ok, j'ai une sollicitation, une photo, un mail, un fax.
Je veux la capture. Donc là, il y a un petit peu de technologie. Il faut être capable de récupérer toutes les sollicitations, quel que soit leur format, quel que soit leur support. Et après, je l'envoie. Je l'envoie où? C'est la première question. Je l'envoie dans quel système? Je l'envoie à quel gestionnaire? Je l'envoie où? La première question à se poser, c'est je l'envoie où? Parce qu'il y a différentes possibilités, on l'a vu. Même si vous voulez satisfaire tout le monde de la même façon, techniquement, ça ne va pas se passer toujours de la même façon. Donc on va se poser la question, à qui je ventile cette demande? Cette sollicitation, cet événement, je l'envoie à qui? Et ces règles de ventilation, ce qu'on appelle nous les règles de routage, c'est extrêmement important. C'est la première étape d'un processus instrumenté par du case management. J'ai quelque chose à faire, qui va le faire? Un système, un gestionnaire? Un système, c'est facile. On décide, c'est ce système qui traite tel type de demande. Un gestionnaire, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas en arrêt? Est-ce qu'il n'est pas surchargé? D'accord? Est-ce qu'il a le temps de traiter ce que je lui demande? Toutes ces choses-là sont prises en compte par notre système de routage pour décider ce qu'on fait d'une demande. Ce qu'il faut faire aussi après, c'est donner tous les éléments à la personne pour traiter cette demande. Si je reçois juste la photo du constat dans ma corbeille de traitement informatique, moi en tant que gestionnaire de l'assureur, qu'est-ce que je vais en faire? C'est juste la photo, j'en fais rien. J'ai pas la police d'assurance, j'ai pas le dossier, ça suffit pas. Donc le case management, ça va aussi m'apporter tous les éléments nécessaires au traitement de la demande que je suis en train d'instruire. Et là, c'est également compliqué parce que ces éléments, ils sont toujours dans différents systèmes. Je ne vous parle pas d'avoir une application monolithique, une plateforme complète qui saurait tout faire. Non, non, non. Il va falloir interagir. Et là, on tombe sur la technologie avec différents systèmes pour récupérer toutes les informations permettant de traiter la demande qui est arrivée dans ma corbeille de tâches, moi, en tant que gestionnaire. Et la troisième chose à faire, c'est de la supervision. On a vu que c'était compliqué, on a vu que c'était différent techniquement, même si on veut toujours satisfaire end-to-end, vous avez raison, de la même façon mon client, il va falloir piloter un petit peu tout ça. On va falloir superviser, suivre. Donc on ne va pas suivre dans le détail, j'insiste, parce que c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas. On va suivre les grandes étapes, les grands jalons. Le case management, c'est savoir ce qui arrive, ce qui est traité, ce qui est en retard, et prendre des décisions quand on a détecté des choses qui sont en retard. Déjà ça suffit. Donc ça c'est important parce que la façon dont on va modéliser, dont on va gérer les process métiers, la façon dont on va les instruire, est complètement chamboulé par cet aspect multicanal. Même si ça a l'air juste d'être le point d'entrée qui change, non. Ce point d'entrée, en fin de compte, il a tellement de points de sortie qu'il va falloir qu'on réagisse, qu'on implémente différemment les systèmes pour être capable de traiter tout ça. Donc le vrai challenge, il est là. Donc c'est lié aux outils. Bon, moi, je suis éditeur, donc je propose des outils qui sont compatibles avec ces approches-là. Et puis c'est lié aussi à l'intégration, c'est pas si simple. Je vous dis que c'était compliqué, donc il faut vraiment mener des projets en commun avec un intégrateur qui va vous aider en fait à mettre de la colle dans tous les systèmes, à faire interagir tout ça joyeusement. Et il faut aussi des outils adaptés à cette nouvelle approche. Et ça, c'est assez novateur et c'est lié justement à cette multiplicité qu'on voit couramment, hein, des canaux de sollicitation. Avant, c'était simple, il y avait que le papier à traiter. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que l'objectif, c'est de faire simple. C'est pour vos clients, en fin de compte, vos clients finaux, la satisfaction doit être simple, rapide, évidente et simple. Et pour ça, il faut de la complicité derrière, il faut des outils et des partenaires pour la mettre en œuvre. Alors, Monsieur Delcroix, Monsieur Quérès d'Everteam a cité le rôle de l'intégrateur. Donc, vous aussi, vous êtes partie prenante de la réponse. Merci. Oui, nous, ce qu'on rencontre, c'est que dans cette phase aujourd'hui, donc de multicanal, aujourd'hui, l'entreprise, c'est différents services qui les utilisent. Donc, en fait, par exemple, pour un process, c'est le métier qui a décidé que ce serait tel outil, parce que c'était le meilleur par rapport à ce process-là. Pour un autre process, ça peut être un autre outil. Au niveau de la DSI, soit il y a une réflexion de mutualisation, soit on essaye de se faire avec l'ensemble des outils. Donc souvent, ce qu'on rencontre, c'est que dans les entreprises, le process, il est déjà schématisé, il est potentiellement déjà numérisé ou digitalisé pour un processus. Donc en fonctionnement, on va dire en monoprocessus, avec des outils, un ou n outils pour le faire. Ce qu'expliquait monsieur sur la partie case management, c'est qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on préconise, c'est de la même manière. On ne va pas chambouler l'ensemble du SI. Vous avez potentiellement pris ITsoft parce que c'était la meilleure solution pour répondre à ce besoin-là. Vous avez peut-être pris Everteam parce que sur tel sujet, c'était la meilleure solution. Mais quand vous voulez avoir cette orchestration globale de votre activité, vous allez devoir réfléchir à se dire, est-ce que je casse l'ensemble de mon SI ? Et c'est ce cas-là, je reviens à ce que je faisais il y a une dernière et je remonte tout. J'ai potentiellement 300 processus, j'en ai pour 7 ans de travaux pour le mettre en œuvre. Ou j'arrive sur des fonctionnalités beaucoup plus flexibles, donc ce qu'on va appeler les outils de case management. Et aujourd'hui, beaucoup de solutions qui faisaient de la gestion documentaire sont orientées vers le BPM et maintenant attaquent la partie case management, qui est justement, on va dire, une orchestration des différents process et donc des différents outils. Et ça, c'est aujourd'hui, là vous me parliez très on va dire fonctionnel, et d'un point de vue très technique, l'orientation aujourd'hui n'est plus de casser pour refaire, mais c'est de s'appuyer l'existant pour simplifier la gestion utilisateur.
Et c'est vraiment vers ça aujourd'hui que nous, on rencontre que les clients s'orientent. Alors pour donner un peu de corps à tous ces propos, moi je vous demanderais à chacun peut-être une illustration avec un cas client. Si vous pouvez, de Monsieur Bretèche peut-être, pour Itesoft. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs cas clients. Je pourrais par exemple citer l'UGIPS, qui est une société qui fait de l'assurance collective. Et là, quand on voit en fait ce qu'ils ont mis en place au niveau du multicanal, donc ils ont mis effectivement un site web pour gérer leurs adhésions avec une signature électronique sur leur site web, et ensuite ils demandent des pièces, par exemple complémentaires, qui arriveront pas forcément, enfin qui arriveront après l'adhésion. Ben là, l'idée, c'était à la fois d'adresser l'aspect omnicanal, c'est-à-dire voilà, adhésion en ligne ou adhésion papier, plus alimentation en pièces complémentaires qui peuvent arriver au fil de l'eau et pour lesquelles il faut effectivement alimenter tout le dossier d'adhésion. Et là, l'objectif, l'enjeu, alors c'est vrai que souvent sur ce genre de projet, on dit mais quel est le ROI, etc. Et c'est vrai que vous vous posez la question, est-ce qu'il y a du ROI? Là, finalement, l'enjeu principal, c'est pas tant le ROI, mais c'est le délai de réaction, c'est l'engagement de service. Et là, l'objectif ici, ils ont gagné 36 heures sur le délai de traitement d'une adhésion. Et l'idée, c'est de faire une adhésion à J0, c'est-à-dire le jour même. Donc on voit que les enjeux, là, c'est effectivement prise en compte de l'omnicanal et engagement de service, respect des engagements de service. Et ça rejoint ce que disait Philippe tout à l'heure sur le pilotage de l'activité, comment on peut s'assurer que s'il reste encore effectivement des tâches manuelles, des gestionnaires qui doivent intervenir, comment s'assurer lorsqu'on doit donner une réponse à J0, que les personnes vont répondre en temps et en heure, quels sont les outils de pilotage qui vont permettre de m'assurer que je ne suis pas en retard sur ces tâches-là, et puis éventuellement quels sont les outils de pilotage. Donc là on parlait effectivement d'outils qui vont nous permettre de faire du délestage de corbeilles, de prioriser les tâches dans les corbeilles des gestionnaires, etc. Donc ça, ce sont des moteurs qui vont vraiment nous permettre d'optimiser le travail des gestionnaires pour faire en sorte d'atteindre ces engagements de service qui sont quand même très, très continents quand on doit répondre dans la journée. On voit qu'il y a effectivement, c'est un sacré défi. Bon, là, j'ai cité UGIPS, mais bon, il y a d'autres effectivement compagnies d'assurance. Je pense que l'idée de l'adhésion en ligne et de la fourniture, alors adhésion en ligne ou gestion de sinistre, avec alimentation en pièces sous différents canaux à différents moments, tout ceci devant alimenter le même case. Là, l'enjeu général, c'est effectivement le temps de réponse le plus rapide possible. Merci. Oui, le ROI, c'est toujours un petit peu difficile. Quand on met en place de nouvelles solutions, quand on met en place de nouveaux projets, évidemment, il faut qu'il y ait un résultat pour l'organisation qui le fait, c'est évident. C'est parfois assez difficile à quantifier. Dans ce domaine-là, je rebondis sur ce que disait Eric, déjà, il y a un gain sur la suppression des papiers. Bon, ça c'est pas lié à tout ce qui est multicanal, multisupport, mais au moins on va limiter en fait le papier. Et le papier, c'est beaucoup de logistique, donc c'est du stockage, c'est de la manutention, c'est évidemment là ça se quantifie. Ensuite, le papier, c'est également du transport. Si vous avez une organisation centralisée avec différentes agences, si vous souscrivez un contrat à l'agence, à un moment donné, le contrat va falloir qu'il parte au siège pour être traité. Ça part en navette, ça part par la poste, tout ça, ça se calcule. Donc là, c'est assez facile de mettre en place du ROI. Mais là, je suis assez d'accord avec Eric. Le principal ROI, il n'est pas là. Il est surtout commercial, il est surtout concurrentiel. Être capable de traiter, quel que soit le canal d'arrivée, une demande, de la traiter rapidement, par téléphone, par fax, par mail, par smartphone, et répondre dans l'heure ou dans la journée, oui, j'ai bien instruit votre dossier de sinistre, ou oui, je suis d'accord pour l'adhésion. Au niveau concurrentiel, c'est important. Après, c'est difficilement quantifiable, c'est difficilement calculable. Mais je considère, moi, sur ces sujets-là, le ROI, il est double. La suppression du papier, le stockage, la manutention, et puis le côté concurrentiel. On va aller plus vite, on sera plus proche de nos clients. Ça permet en fin de compte de les garder, voire d'en conquérir de nouveaux, ça c'est certain. Merci pour Capgemini. Assurance aussi, peut-être, banque. Je vais juste revenir sur le ROI et après je vais faire un exemple. Sur le ROI, nous, ce sur quoi on s'oriente dans la partie ROI, c'est que l'intérêt majeur de l'omnicanal, et surtout, l'intérêt majeur du multiprocessus, c'est que vous avez une multitude d'informations pour le client, quel que soit votre service. Là où, historiquement, vous aviez l'information du client par rapport au process qu'il était en train d'engranger avec vous, par exemple, je reprends mon exemple de banque, le parti crédit IMO,
Si vous êtes sur du multiprocessus, au moment où vous êtes un conseiller et que vous travaillez avec lui sur la partie crédit IMO, vous avez aussi les informations des différents autres produits qu'il a voulu essayer d'engranger avec vous. Et donc le ROI, il est sur le temps d'action du client avec vous. Typiquement, quand il va demander un autre produit, on est tous clients d'une banque. Vous avez tous voulu aller voir votre banque pour demander un nouveau produit. Et à chaque fois, elle vous a demandé de vous redonner votre carte d'identité, votre justificatif de domicile et votre justificatif de salaire. Pourtant, c'est votre banque, donc elle vous connaît. Elle connaît où vous habitez, parce que tous les ans, elle est censée vous le demander. Et elle connaît votre salaire, parce que tous les mois, vous lui filez votre argent. Et pourtant, à chaque fois que vous allez demander un produit, elle va vous le redemander. L'intérêt de la partie case, c'est que justement, on peut piocher les informations qu'on a dans un process pour les intégrer dans un autre process. Donc, ça fait du gain de temps pour l'utilisateur. Et ce qu'on affiche au niveau du client, c'est qu'au moment où il nous demande, il souscrit un nouveau produit, ce produit est pré-renseigné par rapport aux informations qu'on a déjà dans le SI. Et les 3/4 du temps, on a déjà toute l'information dans notre SI, mais le SI est tellement siloté qu'on n'arrive pas à récupérer cette information pour pouvoir en extraire de la valeur. Et aujourd'hui, c'est ce sur quoi nous on travaille pour justement travailler sur ce ROI. Après, en termes d'exemple, je reviendrai sur 2 éléments. Aujourd'hui, nous, ce qu'on rencontre beaucoup, c'est dans ces phases de massification d'entreprises, on a dans le monde des mutuelles quelques grands noms qui ont des multimarques qui se sont regroupés sous le nom d'une marque commune. Et dans ces cas-là, au bout de 2-3 ans, il y a des réflexions majeures qui sont faites au niveau du SI pour se dire aujourd'hui j'ai 3 sous-marques ou j'en ai 2 et à chaque fois j'ai 2 SI différents. Et sur ces SI, j'ai de la mutualisation à faire. Et aujourd'hui, c'est ce sur quoi nous on voit beaucoup de travaux et ce sur quoi on travaille avec les outils type Everteam et ITsoft, c'est de réussir à dire prenez le meilleur que vous avez chez l'un, parce qu'il y a déjà des éléments qui sont faits et vous pouvez l'industrialiser chez d'autres. Donc ça, c'est dans le cas des mutuelles. Dans le cas des banques, on rencontre aussi beaucoup de banques qui vont être, on va dire, régionalistes ou qui sont découpées historiquement par, alors, soit par région. Typiquement, quand vous avez dans n'importe laquelle banque, hein, si vous avez la Poste, la Banque Postale, Société Générale, Crédit Agricole, c'est tous pareil. Si vous êtes dans le 75 et vous déménagez dans le 92, eh ben, vous ne pouvez rien faire parce qu'ils ne vous connaissent pas. C'est pas vous, vous n'êtes pas dans leur banque, il faut que vous alliez de l'autre côté du périph' pour récupérer vos informations. Et l'intérêt justement aujourd'hui des outils tels que ceux-là, c'est de pouvoir, de la même manière, réussir à récupérer l'information présente dans le SI par une couche qui est posée par le dessus. Cross-selling, upselling, c'est bien pour les entreprises. Donc en termes de chiffre d'affaires, ça se représente pas mal de croissance. Alors un dernier point que j'avais présenté lors de l'introduction était justement ce besoin d'intégration entre applications. Vous en avez parlé. Est-ce que justement, bon là il y a un schéma qui représente beaucoup de choses. Au centre, on voit les API, les web services. Vous pourriez nous expliquer un petit peu plus les clés principales de ce succès de l'intégration ? Alors ça prend la suite de ce que je venais de dire, c'est aujourd'hui l'information elle est présente, mais elle est dispatchée. Aujourd'hui, dans votre relation client, vous avez souvent un outil qu'on a appelé un CRM qui va justement agréger toute la relation qu'a le commercial avec votre client. Si votre client vous envoie du courrier, vous allez le dématérialiser avec, si vous êtes une mutuelle ou une assurance, dans des grosses usines de NUM, et l'ensemble de cette information, elle va être stockée dans une GED, qui va être la gestion documentaire. Et à côté de ça, vous allez avoir votre legacy, qui est le système, qui est le cœur de l'entreprise, qui lui-même aussi contient de l'information. Historiquement, on avait ce qu'on va appeler un plat de spaghetti, c'est-à-dire des connexions end-to-end, enfin one-to-one. Donc on prenait, je voulais telle information qui se trouvait dans tel outil, je voulais la rapatrier dans tel autre outil. Et on faisait des connexions end-to-end. Aujourd'hui, on est plutôt dans cette vision où chaque outil va offrir du service pour qu'on puisse se plugger dessus facilement et pouvoir l'extraire pour le bonifier. Et pour justement ces outils, ce qu'on parlait de case management, on ne va pas tout retravailler, ça va être trop compliqué. Donc on va essayer de récupérer l'information là où elle est pour pouvoir l'exploiter. Donc moi au centre, je mettrai une petite différence, je ne mettrai pas API web service, mais je mettrai plutôt outil de case management, qui est pour moi justement cette agrégation de l'ensemble des services que sont exposés par l'ensemble du SI présent dans l'entreprise. Et nous aujourd'hui, c'est vraiment vers ça qu'on rencontre le plus, parce que les outils par exemple de case, leur réflexion elle est soit indépendamment d'un outil, c'est vraiment cet orchestrateur global de l'entreprise,
soit lié en fonction de l'entreprise avec l'élément le plus fort, qui peut être le CRM, parce que c'est la relation client qui est la plus importante, ou avec l'outil JED, parce que c'est là que se trouvait l'information qui était légalement la plus importante. Alors en fait, le case ou les outils de gestion de dossier en fait est situé dans la brique dématérialisation au même titre que le BPM. Et après, il y a une couche qui vient s'ajouter qui est celui de capter la donnée où qu'elle soit sur des médias sociaux ou d'autres pour irriguer l'outil de case. Voilà. Mais il était prévu, il était là-dedans. Très bien. Côté éditeur, il y a des choses à rajouter de votre point de vue sur la partie intégration entre applications. Monsieur Kerest, Monsieur Vrettcher. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, ces outils de processus, case management sont en fait le lien entre les différents systèmes qui sont à la fois les outils de CRM dont on vient de parler, qui ont les informations liées aux clients, le système legacy, et puis ils apportent aussi toute cette agilité nécessaire pour pouvoir mettre en place de nouveaux processus facilement, les adapter, trouver les bons interlocuteurs, optimiser le travail des différents collaborateurs. Donc l'aspect intégration, effectivement, est un aspect important. Oui, non. C'est vrai, non, c'est vrai. C'est important. On est bien d'accord, les outils de case management sont donc des solutions qui se mettent en place d'assez haut niveau, qui vont orchestrer des processus end-to-end, du client au client, et qui vont solliciter d'autres sous-processus, on va dire, qui sont plus techniques, qui sont instrumentés par d'autres systèmes, des ERP, des CRM. Faut du lien, évidemment, ça se passe pas tout seul. Il y a de la technologie, on a vu différents mots un peu compliqués là. Oui, il faut que les outils soient compatibles. Donc ça à la rigueur, tout va bien. Nos solutions le sont immanquablement. Et puis après, il faut mettre en place ces canaux, il faut mettre en place ces liens. Et là, ça passe forcément par l'intégration. Alors c'est très important parce que les outils de case, ils ne peuvent pas travailler seuls. C'est ça qu'il faut retenir en fait. Certes, ils chapeautent absolument tout, de l'envoi de la photo de votre constat jusqu'à la réception du mail qui dit que votre sinistre a bien été traité. Il va gérer tout ça, l'outil de case management. Mais pour faire ça, il va solliciter de la capture, il va solliciter d'autres ERP, il va solliciter énormément de choses, il va faire travailler énormément d'outils. Et pour passer la main en fait, à ces outils-là, il y a des ponts techniques à mettre en œuvre, donc il y a des choses qui existent, après il faut les mettre en œuvre. Donc ça passe forcément par une couche d'intégration qui est importante, qui est vraiment très importante et sur laquelle il ne faut pas se louper. Il faut y passer du temps, il faut la prévoir, il faut la tester, il faut la maintenir, la mettre à jour. C'est pas toujours évident, d'où l'intérêt de prendre un intégrateur qui va suivre ça sur le long terme et qui a une certaine expérience sur le sujet. Mais on n'a jamais travaillé ensemble. Voilà, on est ici pour faire du networking. Alors, pour conclure, parce qu'on est dans les temps, et puis avant de laisser la salle poser ses questions, le point de passage obligé là pour un parcours client dématérialisé, le point de passage, selon vous, Monsieur Kerest? Oh là, vous êtes dur avec moi. Dites-moi. Ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vous vois de me regarder comme ça, nous regarder comme ça. Non, je triche. Vous ne voulez pas répondre au point de passage? C'est une technique de consultant, en fait. Vous voyez, je vous pose une question quand je n'ai pas la réponse. Bon, alors d'accord. Alors, vous avez un peu de temps de réflexion. On va laisser la parole à la salle qui se lance pour la première question. Ah, il n'y a pas de question. Donc, moi, j'en ai une quand même. Pour vous, messieurs, les éditeurs, on n'a pas du tout parlé de cloud computing, de solutions dans les nuages. Est-ce normal? Oui, non, enfin, effectivement, le cloud, ça me paraît effectivement incontournable. Après, le cloud en soi, il faut réfléchir par rapport à votre contexte. Il y a manifestement, effectivement, un avantage indéniable à la mise en œuvre de solutions dans le cloud, c'est la rapidité d'implémentation, surtout dans le cas, par exemple, où on peut avoir des services informatiques qui sont peut-être surchargés par leurs projets internes ou en termes de maintenance des applications existantes et à qui on peut difficilement demander, en plus, de mettre en œuvre des nouvelles solutions qui sont souvent pilotées par exemple par le marketing. Donc là, l'idée de solution cloud, c'est effectivement d'avoir une mise en œuvre très rapide de solutions.
Mais il ne faut pas oublier, on vient de l'aborder à l'instant, que reste quand même malgré tout, surtout dans des grandes organisations, il reste cet enjeu de s'intégrer avec le reste du système d'information. Donc une fois que vous avez mis votre solution dans le cloud, la question à se poser, par exemple, savoir quelle est la meilleure solution, comment choisir une implémentation on-premise, une implémentation cloud, c'est de savoir avec quoi je dois m'intégrer. Est-ce que la grande majorité des autres systèmes avec lesquels je dois m'intégrer sont aussi dans le cloud? Est-ce que j'ai une grosse partie en fait de mon système d'information qui est on-premise? Comment je vois l'avenir? Comment je vois en fait le déplacement de centre de gravité de mon système d'information? Est-ce qu'il va se déplacer de plus en plus vers le cloud, ou est-ce qu'on imagine déjà plutôt avoir une architecture de type hybride? Donc on voit les avantages du cloud. C'est effectivement, je paye une redevance annuelle, donc j'ai pas de souci en termes d'installation, d'investissement, en coût matériel, en coût d'implémentation. Je peux aller très très vite pour le mettre en œuvre. Donc c'est particulièrement bien adapté. Alors sur certains périmètres fonctionnels, ça peut être bien entendu tout ce qui tourne autour du mail ou de solutions verticales. Des solutions d'archivage aussi sont particulièrement adaptées, par exemple, dans le cloud. Après, sur des solutions de case management ou de processus, ça, je dirais que c'est à évaluer en fonction de votre stratégie, de votre SI. Voilà. Il n'y a pas forcément du tout cloud, du tout on-premise. Là, il faut chercher le centre de gravité. Merci. Oui. Il marche, oui. Oui. Alors, je reprends. Excusez-moi. Oui, le cloud. Le cloud, c'est très intéressant parce que on vous a dit que maintenant pour mettre en place des processus simples pour vos clients, il fallait mettre en place une architecture et des logiciels qui étaient un petit peu compliqués. Le cloud, c'est un accélérateur, c'est une aide. Tout ce qui est technique, tout ce qui est technologique, en fin de compte, vous le déportez ailleurs, dans le nuage. Donc après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est moins cher, c'est pas le débat. Au moins, c'est une complexité que vous vous enlevez. Et pour ça, c'est important, et c'est pour ça que ça doit être au moins étudié. Donc il n'y a pas de solution magique, c'est pas tout cloud ou tout on-premise, ça c'est des choses à régler, mais en tout cas, il faut l'avoir en arrière-pensée. C'est une aide, c'est un accélérateur. Si nécessaire, s'il y a des briques qui sont trop technologiques, trop difficiles à maintenir, ou vous n'avez pas du tout envie de vous en occuper, vous les mettez dans le nuage, et puis, je veux dire, ça marche tout seul, c'est un peu magique. C'est presque vrai, c'est presque un peu magique. Donc à étudier selon les projets, selon votre volonté, selon votre récit, vos habitudes. Mais c'est maintenant quelque chose comme les téléphones portables. Avant, il n'y en avait pas. Mettre des applications comme ça en ligne chez des tiers hébergeurs, ça se faisait moins, ça se faisait pas. Maintenant, c'est possible, c'est concret. Oui, on en voit de plus en plus de clients qui mettent une partie de leur infra chez un hébergeur tiers sans même savoir où ça se trouve, en faisant juste confiance et en payant une redevance annuelle en fonction de l'utilisation. Ça commence à se faire de plus en plus et c'est quelque chose à réfléchir parce que c'est très pratique, c'est beaucoup plus simple et ça permet d'accélérer parfois la mise en place de projets complexes. Entre-temps, avez-vous pu réfléchir à une question ou une autre? Non? Oui, madame? Si vous pouvez vous présenter avant. Bonjour, Sylvie Lequesec, directrice de projet depuis 15 ans. Deux petites questions. Vous travaillez avec quels éditeurs déjà dans vos expériences? JD Edwards, Oracle, SAP, d'autres? Est-ce que votre... En fait, on m'entend ou pas là? Est-ce que votre case management s'adapte à l'ensemble des éditeurs actuels, type SAP, type JD Edwards avec Oracle? Ça, c'est ma première question, puisqu'il lie l'ensemble des systèmes d'information. Donc pour moi, c'est la couche supérieure. Et la deuxième question, vous nous avez beaucoup cité des exemples concrets de clients assurance, banque. Pouvez-vous nous citer des clients plus dans l'industriel? Merci, madame. Est-ce que la question a été... Il y a deux questions, donc l'intégration avec les ERP, entre autres SAP, JD Edwards ou d'autres, et puis également quelques exemples qui sortent du monde bancaire et d'assurance. Sur l'intégration avec des ERP tiers, bien entendu, c'est le cœur du sujet. Donc, à partir du moment où on fait un projet de ce type chez des clients, on va retrouver du SAP, on va retrouver du JD Edwards, on va retrouver dans la banque, dans l'assurance, du Active Infinite. Donc il faut par exemple, en fonction des différents domaines qui sont adressés, des différents processus, on a forcément une problématique de connecteur avec ces grands ERP. Donc
Dans certains cas, on a des connecteurs standards sur certains processus, avec par exemple Oracle ou avec SAP. Dans d'autres cas, ça va être des connexions qui vont être faites plutôt en mode projet. Mais effectivement, comme on le disait, ce type de solution, de processus ou case, de toute façon, il y aura une problématique intégration à adresser. Donc il y aura forcément des connecteurs à mettre en place, que ceci soit standard chez les éditeurs, comme on peut proposer chez Vertim ou chez ITsoft, ou alors en mode projet. Et là, on travaille avec les intégrateurs, dont le métier est précisément d'intégrer nos solutions avec le SI en place, en fait. Merci. Oui. Je vous ai dit, on a besoin de s'interfacer avec ces outils-là, donc on met en place des connecteurs. C'est important. Après, on a des connecteurs standards. Alors, ça peut être par exemple pour Active Infinite ou Ulysse ou Altaix, qui sont des ERP du monde immobilier. Si on n'a pas de connecteurs standards, ce qu'on va faire, c'est mettre en place des ponts. On va les développer, mais pour ça, il y a des canaux technologiques et des protocoles qui existent. Il y a de la tuyauterie. C'est de l'informatique, en fait. Donc, c'est pas des connecteurs qui sont standards à poser tel quel, ce sont des choses qu'on adapte en phase projet, qu'on réfléchit avec vous pour voir ce qui doit être échangé, ce qui doit être, quels sont les processus qui sont concernés, comment tout ça, ça dialogue en fait. Donc on le fait systématiquement, c'est important de le faire parce que sinon le case management il ne fonctionne pas. Donc on a de la tuyauterie pour faire ça, absolument. Il n'y a vraiment pas de difficulté, il faut juste un intégrateur qui le fasse. Et Eric a dit tout à l'heure que ITsoft avait fait l'acquisition d'un outil de BPM l'année dernière qui s'appelait W4 de mémoire. Je vous ai dit qu'on ressemblait beaucoup, nous on a fait pareil. Donc c'est pas W4 qu'on a racheté, on a racheté Intalio qui est également un éditeur de BPM. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans des processus techniques qui vont faire interagir des machines entre elles et qui disposent donc d'une kyrielle de connecteurs. Alors c'est très technologique, hein, mais pour en fin de compte faire dialoguer les systèmes, faire dialoguer les applis, faire dialoguer les ERP. Alors ces gens-là, maintenant, nous, puisqu'on les a rachetés maintenant depuis quelques temps, Intalio, ils ont comme ça une liste en fait de connecteurs permettant justement d'aller récupérer de l'info, de la mettre à jour. C'est ce que disait Étienne tout à l'heure. Le case management, il faut récupérer plein d'infos qui sont un petit peu partout dans les systèmes. Donc il faut communiquer avec ces systèmes. Et pour faire ça, il y a des API, des web services, on fait du CMIS, il y a des connecteurs standards pour SAP, il y a des trucs. Immanquablement, en phase projet, on n'est jamais bloqué parce qu'on doit le mettre en œuvre. Il y a de la techno, il y a des gens qui savent s'en servir et qui travaillent avec ça pour justement vous faire communiquer les systèmes. Donc c'est pas un point de risque en fait sur votre projet. Ça n'est que de la tuyauterie technique. Pour répondre à votre deuxième point de la question sur des exemples, le case ne vient pas du monde de l'assurance ou du monde des mutuelles. Il a été créé initialement dans le monde pharmaceutique, enfin, plus précisément dans le monde médical. Parce que typiquement, quand vous allez voir votre médecin, quand vous allez à l'hôpital, initialement, on ne sait pas ce que vous avez. Donc vous êtes un dossier, on va dire, plutôt qu'un case pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Donc vous êtes un dossier. Et dedans, on va découvrir que potentiellement, vous avez une multitude de sous-maladies à l'intérieur, qui sont chacune demande un traitement particulier. Et donc en fait, le case est venu de ce monde-là parce qu'on devait traiter de multiples processus, qui étaient la guérison de chacune des maladies, dans le cas d'un process global, qui était la guérison du patient. Donc ça, c'est pour l'exemple médical. Un autre exemple potentiel qu'on peut citer pour le case, c'est le monde purement industriel. Aujourd'hui, si vous faites le train d'atterrissage d'un avion, au moment où vous avez schématisé votre boulon, il y a une personne dans votre équipe qui a dû signer pour engager sa valeur pénale sur la viabilité de ce boulon. La personne qui a fait la vis dans lequel le boulon l'écrou dans lequel le boulon va se mettre, a également signé un élément. L'élément qui a fait la tige, de la même manière. Donc en fait, on a des processus de validation pour chacune des pièces, on a un processus de validation pour l'assemblage des pièces, et on a un processus de validation pour la pièce finale. Et au final, cette pièce, donc on va dire le train avant de votre avion, vous le fournissez à un client, Airbus. Sauf qu'entre-temps, vous avez fait des évolutions. Donc chacune de vos pièces a évolué. Cependant, la pièce que vous avez fournie à votre client, c'était celle que vous aviez créée en 2012. Et vous travaillez sur la version de 2016. Mais vous devez pouvoir fournir, en cas de crash, l'ensemble de votre documentation de 2012 avec les personnes qui ont signé, le pourquoi ça a été validé et dans quel contexte. Et tout ça, c'est à travers des outils de BPM qui tracent des process qui sont très normés dans l'entreprise ou des outils de case qui vont gérer la multitude de projets qui ont fait évoluer l'ensemble de ces pièces ou l'ensemble des procédures de validation de chacune de ces pièces. Merci pour ces exemples intéressants. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame, oui ? Je suis désolée, j'ai encore 2 questions. Là, c'est bien, là ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez, là ? Non ? Là, je vais manger le...
En termes de données de base, est-ce que ça veut dire qu'il y a une donnée de base unique au niveau du cœur de votre système puisque les données de base peuvent être différentes entre la GED, entre le CRM, voilà, je prends les données de base tierces, clients, fournisseurs ou données de base articles. Je peux ne pas avoir aligné mes données de base entre mes différents systèmes d'information. Est-ce que ça entraîne que vous mettez en place une donnée de base unique au niveau de votre outil centralisé? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que vous pouvez me donner, alors, elle est un peu plus difficile cette question, mais un nombre de jours par rapport à une étude de cadrage chez un client? Donc je répète les questions. Est-ce qu'il y a une donnée de base référentielle unique? Et puis pour un projet, alors c'est difficile, mais un nombre de jours hommes pour de ce type, pour un exemple de projet. Donc ça va être qui répond pour la base plutôt chez vous? Bon, je vais commencer. Le case management, ça se base sur de la GED à un moment donné. On va avoir des documents, des données, de l'information, pas uniquement des images numérisées, évidemment. Pour moi, un document, c'est plus large que ça. On a parlé de beaucoup de multicanal. Donc on va avoir la GED qui va être le réceptacle, le référentiel, en fin de compte, de tous ces éléments-là. On va avoir la volonté de le rendre unique. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on va réussir? Non. Non, c'est ce que je disais. C'est parfois beaucoup trop complexe. C'est une bonne idée, en fin de compte, d'avoir une seule donnée à un seul endroit qui soit partagée par tous. C'est vrai, on devrait faire comme ça, mais c'est sûr, on n'y arrivera pas. Donc immanquablement, il va falloir prévoir des ponts, des systèmes d'échange, des systèmes de communication, parce que dans la vraie vie, dans votre système, ce sera nécessaire. Donc je retombe sur l'intégrateur, il faudra toujours une tuyauterie. Donc on va mettre en place des référentiels, certes, on va se baser dessus le plus possible, c'est exact, mais parfois on n'y arrivera pas, il faut le prévoir. Donc il ne faut pas imaginer que pour faire du case management ou mettre en place des solutions de case management, on doit tout centraliser, tout référencier de manière unique. Ce n'est pas nécessaire. On peut s'en sortir sans. Et de toute façon, dans la vraie vie, c'est évident parce qu'on ne pourra pas tout centraliser. Ce n'est pas possible. Et je garde la parole, après je te la rends. Sur le projet, vous m'avez demandé, Madame Chauvin, combien de temps il faut pour faire un projet? Ça dépend de votre projet. Ça dépend de votre taille, de vos ambitions, du nombre de processus, du nombre de canaux. C'est parfois un petit peu difficile à chiffrer. Par contre, pour l'étape de cadrage, oui, on peut se rencontrer, discuter avec un intégrateur, parler de votre projet. Ça prend quelques jours de se mettre d'accord sur une ambition, sur une première étape, une faisabilité ou sur une première étape d'un cahier des charges. Pourquoi pas? C'est très très court de réfléchir avec vous là-dessus. Cap à vous donner plus de précision. Il s'est engagé. J'ai rien dit. Non, mais je laisse Eric, tu voulais peut-être compléter d'un mot. Oui, pour la base de données ou le référentiel centralisé, effectivement, c'est un peu délicat à dire. Est-ce qu'il faut une base centralisée ou est-ce qu'effectivement on va taper dans les différents systèmes? J'ai envie de dire, ça dépend un peu de votre système d'information aussi. Est-ce que vous avez déjà mis en place des synchronisations de bases de données pour avoir un référentiel de qualité dans lequel on peut aller chercher par exemple des informations clients? Ou est-ce que vos informations clients les plus fiables sont plutôt dans l'outil de CRM par exemple? Auquel cas la logique, ça serait plutôt de faire un appel de service à un moment donné où on a besoin d'informations d'un client, aller taper dans ce CRM. Donc je dirais que là aussi, il n'y a pas de réponse comme ça a priori. Ça dépend de votre système d'information, ça dépend du processus ou du qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Voilà, il y a différentes approches. Soit vous avez effectivement des référentiels centralisés de qualité, soit on fait des appels de service en mode synchrone ou asynchrone suivant les besoins. Bon, je pense que pour la partie prestation, effectivement, je vais laisser Cap répondre. Dit autrement quand même pour ce qui a été dit là, c'est pas l'outil ni du BPM ni du CASE d'être le référentiel de vos données. C'est pas un référentiel de données. Ça va s'appuyer sur la valeur de la donnée et c'est à vous, c'est ce qu'expliquait Eric, de nous indiquer où se trouve la valeur juste ou celle qui fera référence. Mais ce ne sera pas l'outil de CASE qui va porter cette responsabilité au nom de l'entreprise. Pour tout ce qui est accompagnement, alors nous en tant que Capgemini, on a une approche qu'on va dire modulaire où on est sur différents slots. On va dire une première phase qui va être, on va l'appeler Aziz ou photographie de l'existant. On va faire, c'est de l'ordre entre 15 à 30 jours, ça dépend de la taille du client et du périmètre que vous voulez faire, où on travaille ensemble pour définir aujourd'hui comment fonctionnent vos processus, où sont les personnes, comment ça interagit et quels sont les outils derrière qui permettent d'y répondre.
Après, dans cette approche modulaire, une deuxième étape, c'est de définir avec vous une cible. Où est-ce que vous voulez vous positionner? Alors ça, il y a deux approches. Soit on se fait une cible de maturité conjointe, propre à votre propre entreprise, parce qu'elle a son propre ADN, elle a sa propre histoire, soit par rapport à une étude du marché par rapport à votre entreprise. Donc nous, on a certaines courbes de maturité qu'on a pu mettre en place par rapport à des secteurs d'activité, et on travaille avec vous pour dire, voilà, suite à cette phase de Aziz qui nous paraît indispensable, et on ne fera pas la suite sans cette première étape, on vous positionne à tel endroit par rapport à une courbe de maturité globale du marché. Et après, on travaille avec vous pour dire, bon, par rapport à cette courbe de maturité, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme cible? Cette cible, à quel horizon vous voulez l'atteindre, pour définir, et là de la même manière, c'est la définir avec vous, parce que l'idée c'est pas d'avoir l'étude Capgemini toute faite qu'on peut vous caler en 2 jours, c'est d'avoir l'étude personnalisée par rapport à votre besoin, c'est vraiment l'étude de faire avec et pas faire à la place, c'est définir avec vous les trajectoires, plusieurs scénarios pour atteindre cette cible, avec des premières étapes très pragmatiques et réalistes, et les étapes plus long terme qui sont plutôt des projections, des visions, mais qui seront affinées suite au premier projet pour pouvoir se dire très bien, on est dans la bonne direction, toute l'organisation est alignée dans cette direction où il faut qu'on adapte ce qu'on est en train de mettre en œuvre. Écoutez, merci beaucoup pour cette réponse précise. Est-ce qu'il y a une dernière question de ce côté-ci de la salle? Non? Bon. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Merci, madame, pour vos questions aussi. Puis très bien, fin de documentation 2016. Voilà.